Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de quelques astuces que je mets en place pour faire face à l'inflation. Je ne vais pas vous parler en tant qu'économiste ou quoi que ce soit parce que je ne le suis pas et je ne suis pas là pour vous donner des conseils d'investissement, de où placer votre argent, tout ça. Non, pas du tout. Simplement, je vous partage ce que moi je mets en place en tant que personne qui vit finalement sur un petit budget, dans le sens où je dépense très peu au quotidien. J'ai vraiment optimisé la plupart des postes de dépenses de ma vie pour pas dépenser trop, tout simplement parce que je suis frugaliste, donc je mets une grosse partie de ce que je gagne de côté pour préparer mes projets futurs et c'est quelque chose qui est important pour moi. Et forcément, quand on voit l'augmentation des prix, ça peut devenir très difficile de maintenir un petit budget. Donc on va parler de ces choses que j'ai mis en place ou que je peux vous recommander de mettre en place dans votre quotidien. Comme d'habitude, chaque personne est différente face à l'argent. Nous avons ces choses qui sont indispensables pour nous, qui ne le sont pas pour d'autres, et on a tous notre vision des choses, c'est important de le garder en tête. Il y aura des conseils qui ne seront sûrement pas applicables dans votre situation et d'autres peut-être qui pourront l'être, donc c'est à nous de piocher dans les partages qu'il y a comme ça sur internet. C'est important de le garder en tête. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de revoir sa manière de faire les courses. Essayez d'y aller une seule fois par semaine par exemple, et un petit peu de connaître les prix, de les suivre. Des fois il y en a qui augmentent mais qui rebaissent aussi. Je dis pas qu'il faut tenir un carnet et tout connaître, mais vaguement avoir une idée du prix au kilo de certains fruits et légumes, des pâtes, des trucs de base. Et en période d'inflation, souvent on est obligé de se passer de certaines choses, donc peut-être sélectionner parmi les produits de luxe qu'on avait l'habitude d'acheter et en garder une partie, ce que j'appelle produits de luxe. Je suis pas en train de parler de sac Chanel, mais simplement de ces choses qui au quotidien coûtent un peu plus cher dans votre budget course mais vous font extrêmement plaisir, et donc c'est important d'en garder une partie. Mais si vous en avez beaucoup et que ça empiète sur votre budget, peut-être en sélectionner certains qui vous font plus plaisir que d'autres et supprimer ceux qui sont en trop dans votre budget. La deuxième astuce, ça va vraiment être de simplifier nos menus. C'est quelque chose que j'avais naturellement mis en place par le fait que j'avais un petit budget quand j'étais étudiante, c'est que mes menus étaient très simples, dans le sens où la plupart de mes assiettes c'était vraiment un féculent, un légume, une source de protéines végétale dans mon cas, et vraiment on met un peu d'huile d'olive, une petite sauce, quelque chose dessus, et on n'a pas forcément besoin de se prendre la tête à faire des repas hyper élaborés. Pourtant je suis quelqu'un qui adore cuisiner, j'en ai même fait mon métier pendant quelques années, j'étais cuisinière, donc je sais cuisiner, j'aime cuisiner. Mais on peut aussi faire des repas très simples au quotidien, par exemple du riz, du tofu, des haricots verts. Ça fait un repas, c'est bon, c'est rassasiant, et des fois bien sûr si on a envie de se faire plaisir, de faire un menu plus élaboré, souvent ça va coûter un petit peu plus d'argent dès que vraiment on commence à mettre des petites choses qui vont vraiment pimper le tout. Et c'est bien d'avoir un équilibre entre les deux, mais des fois de penser à sa charge mentale aussi et de garder des repas simples, je trouve que ça aide beaucoup, et ça aide aussi à faire des repas très économiques. Le troisième point, c'est qu'en luttant contre le gaspillage, souvent on peut vraiment faire des économies. Je parle pas seulement du gaspillage à la maison, où bien sûr il y a des choses à faire, on évite de gaspiller, c'est vraiment la règle de base, mais on peut utiliser par exemple les graines qu'il va y avoir dans son potimarron, on peut les faire griller et les manger ensuite. Il y a plein de petites astuces comme ça, mais qui sont à petite échelle dans notre quotidien, mais surtout le gaspillage qui est à grande échelle. Dans notre pays, il y a vraiment beaucoup de gaspillage, et c'est tout simplement parce que les magasins regorgent de produits, ils ont tout pour qu'on ait ce que l'on veut au moment où on le veut, et ça va forcément intégrer une marge de gaspillage. Et en fait, donc il y a des personnes qui vont remédier à ça en faisant du friganisme, donc en récupérant dans les poubelles les invendus. Je parle pas d'ouvrir les poubelles qui puent et qui vraiment sont pleines de trucs pourris, non, mais vraiment des fois les choses viennent d'être mises à la poubelle il y a 3 minutes, où elles ont été posées à côté. Il y a plein de personnes qui récupèrent ces invendus, je l'ai fait pendant un temps en magasin bio, j'avais même pas besoin de m'approcher de la poubelle, les employés nous donnaient la cagette en fin de journée, quand il n'y avait pas d'association. Dès qu'il y avait des assos, ils le donnaient à des assos, bien évidemment, ça passe en priorité, et dès qu'il y avait personne, au lieu de les mettre à la poubelle, ils nous les donnaient à nous, et ça m'a permis pendant un bon moment de manger de manière très économique. Je ne le fais plus parce que en termes de temps et en termes de transport c'était compliqué à gérer pour moi, mais je suis passée aux applications anti-gaspi, donc vous en avez plusieurs, Too Good To Go, Phoenix, peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, mais ça vous permet d'avoir vraiment des paniers de fruits et légumes à tout petit prix. Je le fais pas forcément chaque semaine parce que c'est pareil, ça demande du temps et de l'organisation, mais dès que vraiment je veux réduire mon budget alimentaire, je vais essayer de passer par ces astuces-là. Et si vous n'avez pas accès à tout ça, peut-être que vous avez des marchés pas loin de chez vous. À la fin des marchés, souvent, il y a pas mal d'invendus, mais vous pouvez aussi demander tout simplement à la personne qui vend ces produits si elle a des produits abîmés que vous pourriez récupérer contre une somme moins importante. Par exemple des pêches qui ont
qui ont un petit côté abîmé, vous avez juste à le couper, le reste de la pêche est super mûr, super sucré, c'est très bon. Bon là c'est plus la saison mais c'était un exemple comme un autre. Il y a plein d'astuces comme ça pour lutter contre le gaspillage et au passage faire de grosses économies. Le quatrième point, c'est vraiment de revoir nos déplacements, surtout quand on a une voiture. Donc de regrouper nos déplacements. Si on doit par exemple déposer son enfant au tennis, et bah peut-être qu'on en profite pour faire les courses pendant qu'il est au tennis, pour éviter de faire 150 000 trajets. Bien sûr, on fait toujours du mieux qu'on peut. C'est toujours à garder en tête. On peut pas forcément en fait faire au mieux. Des fois les endroits sont à l'opposé. Des fois on habite dans un coin où on est vraiment loin de tout et c'est compliqué de faire des économies sur ce poste-là. On adapte. Après, si on veut faire des changements radicaux, encore une fois, c'est pas possible pour tout le monde, mais on peut se rapprocher de son lieu de travail ou de son lieu de vie par exemple, quitte à sacrifier quelques mètres carrés et en payant peut-être pas forcément moins cher de loyer ou de crédit immobilier si on achète, on peut faire d'énormes économies sur la voiture et sur le temps de trajet, et en termes d'organisation ça peut être plus simple aussi. Bien sûr ce sont pas des choses qui se font en un claquement de doigts, ça se réfléchit, mais dès qu'on a l'opportunité d'y réfléchir dans un monde où l'essence coûte de plus en plus cher, où on va avoir besoin de moins consommer sur plein de choses, parfois ça peut nous pousser à faire des choix comme ça sur l'avenir, à se dire qu'on va peut-être habiter plus proche de son travail, plus proche du centre du village où on habite par exemple, ou tout simplement alerter la mairie pour demander à faire des pistes cyclables si c'est possible par chez nous. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur différents points et des fois on peut rien faire et dans ce cas-là, tant pis, on sélectionne un autre point sur lequel agir. Le cinquième point, parce qu'on ne peut pas parler d'inflation sans parler de consommation d'énergie, c'est vraiment de revoir notre consommation sur ce poste-là. Donc ça veut dire revoir peut-être notre manière de nous chauffer en hiver, revoir notre manière de consommer toutes ces denrées, finalement de regrouper nos cuissons. On va pas allumer son four pour faire par exemple juste griller quelques amandes parce qu'on a envie de faire de la purée d'amandes maison. Idéalement, c'est bien d'optimiser. Au passage, on fait griller des amandes, mais juste après, on enchaîne avec une tarte aux pommes. Dès qu'on fait griller des légumes, on en profite pour faire griller autre chose qui nous servira demain. Bien sûr, ça demande de l'organisation. Des fois, on n'a juste pas ça en nous, on n'est pas prêt à s'organiser, on a trop de choses auxquelles on doit penser. Dans ce cas-là, on fait au mieux. Mais quand on peut, quand on a un petit peu de temps, quand on a un petit peu envie de s'organiser, on peut vraiment faire de grosses économies sur ça. Après c'est pareil, on peut, genre je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le chauffage, mais des fois quand vraiment vous êtes en inactivité à la maison, vous avez tendance à vous refroidir plus vite, donc éventuellement bouger un peu, soit faire une balade s'il fait pas trop froid dehors, ça réchauffe bien et quand on rentre on a bien chaud, ou faire quelques mouvements, se lever régulièrement par exemple permet de moins consommer de chauffage. Alors c'est pas radical, ça ne va pas vous donner une sensation de 25 degrés à la maison, mais mettre en place plein d'astuces comme ça. Vous avez ma vidéo sur le chauffage si jamais ça vous intéresse, les astuces que j'ai mis en place pour ne pas chauffer chez moi, sachant que ce sera pas forcément utile pour ne pas chauffer chez vous, mais ça pourra vous permettre peut-être de diminuer le chauffage ou de trouver des astuces qui pourront peut-être vous convenir. Mais également sur l'énergie, souvent on ne pense pas non plus à la consommation des ordinateurs, des télés, qui finalement ont quand même une bonne consommation, surtout plus l'écran est grand, plus il y a une consommation on va dire d'énergie pour allumer cet écran, ou pareil, dès qu'on se couche plus tôt, on a tendance à moins allumer la lumière chez soi, et ça permet de moins consommer. Après ce sont tout un tas d'astuces à mettre en place qui ensemble sont totalement complémentaires et vont permettre de faire une vraie réduction sur sa note d'électricité. Également, sur certains points, on peut parfois repasser à un usage manuel et sans utilisation de ressources ou d'énergie intense pour des actes du quotidien. Donc je m'explique, par exemple, on a vraiment pris l'habitude de passer l'aspirateur et c'est super pratique de passer l'aspirateur. Mais si vraiment ce mois-ci vous avez vraiment peur d'avoir une facture élevée et que vous cherchez à traquer le moindre petit geste pour faire des économies, par exemple passer le balai, ça utilise simplement de votre énergie à vous plutôt que d'utiliser de l'énergie électrique. Après, encore une fois, on fait le choix qui nous convient. Par exemple, moi pour mon café du matin, j'aime bien le faire mousser avec un petit mousseur à lait qui utilise une pile. Je sais que c'est une dépense que j'ai, qui est pas énorme, qui est d'une pile tous les 3-4 mois pour recharger mon mousseur à lait. Après, c'est une dépense que je suis prête à faire. Si vraiment j'étais à cette dépense près, si j'étais à l'euro près, je fouetterais mon lait avec un fouet ou alors je boirais mon café latte avoine sans sa petite mousse au-dessus et ce serait un petit peu moins bien, mais ce serait bien quand même. Ça peut être des choix comme ça qu'on fait. Et bien sûr, quand je vous parle de toute cette liste, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. C'est si vraiment vous avez envie de piocher quelques euros par-ci par-là et de réduire un petit peu, vous pouvez sélectionner dans ces idées. Après, si on n'a pas envie, si on aime avoir de la mousse sur son café comme moi, on prend ce qui nous arrange ou pas. Le septième point, ce serait vraiment de diminuer tout ce qui est achat
d'objets pas très chers mais pas qualitatifs non plus. Ça peut concerner les vêtements, ça peut concerner les objets de déco, ça peut concerner plein de choses. Je dis pas qu'il faut jamais acheter de fast fashion, des fois quand on n'a pas les moyens, il vaut mieux acheter un ou deux trucs de fast fashion parce que vraiment il nous faut un t-shirt ou il nous faut un jean et que là on n'a pas les moyens d'acheter un jean à 200 €, éthique, écologique, de bonne qualité, etc. Mais ce que je veux dire c'est ne pas par exemple se dire bon bah vu que c'est pas cher j'en achète plein parce que je m'en fiche, ça coûte 4 € donc je vais en acheter plein. Et pour la déco pareil, je vais refaire toute ma déco à Halloween, je vais refaire toute ma déco à Noël parce que c'est pas très cher. Et finalement si on fait le cumul de tout ce que ça coûte, ça aurait pu permettre de faire quelque chose peut-être de plus qualitatif comme expérience ou tout simplement de le mettre de côté pour un projet ou pour n'importe quoi. Je dis pas encore une fois qu'il faut rien acheter, mais parfois repenser nos achats autrement, ça peut être intéressant et pareil ne pas toujours aller vers le moins cher. Ça peut être tentant quand on a un petit budget. Par exemple on se dit bon bah j'ai envie de m'acheter un mixeur, je vais prendre un mixeur à 15 € parce que je vois pas pourquoi je payerais plus cher. Et finalement on achète le mixeur à 15 €, un mois plus tard il marche plus et finalement on se retrouve à acheter le mixeur un peu plus cher qu'on comptait prendre à la base, sauf qu'on a perdu les 15 € du premier et on les récupérera pas. Il y a des exceptions, des fois il y a des choses très peu chères qui durent très longtemps, c'est bien de regarder les avis d'ailleurs, mais je pense que vous voyez où je veux en venir sur ça. C'est pareil pour les bijoux, dès qu'on veut vraiment accumuler plein de bijoux qui sont de pas super bonne qualité, qui rouillent très vite, qui s'abîment, qui se cassent en 2 secondes, finalement c'est vraiment un achat qui n'a pas été très utile si le truc a duré seulement 2 semaines et que finalement on l'a plus et on a dépensé cet argent vraiment pour rien. Le 8e point, c'est de faire attention à la planète et au réchauffement climatique, tout simplement. On pourrait se dire que ça n'a aucun rapport, mais le réchauffement climatique entraîne plein d'événements, des sécheresses, des inondations, des perturbations. Il y a plein de choses qui vont être entraînées par le réchauffement climatique et notamment une diminution des ressources, ce qui fait que forcément elles seront plus chères. Il y a des choses qu'actuellement on voit comme basiques et sans valeur parce qu'on a l'habitude que ça ne coûte rien dans notre monde. Je pense à l'eau potable, enfin quand je dis dans notre monde c'est dans notre pays en tout cas. En France, l'eau potable ça coûte pratiquement rien, le blé coûte pratiquement rien même s'il a augmenté récemment et toute notre base, on va dire, toutes ces ressources qu'on mange quand on a vraiment un petit budget, c'est celles qui vont sûrement le plus augmenter si vraiment on a de gros problèmes. Et on le voit par exemple cette année, les légumes, les fruits ont eu une augmentation énorme et autant quand on a un gros budget, cette augmentation, même si nos tomates sont 2 fois plus chères que l'année dernière, bah c'est pas très grave parce que ça se répercute pas trop sur notre reste à vivre, mais quand on a un tout petit budget, qu'on a un budget serré, ce sont ces augmentations qui vont vraiment mettre notre budget à mal. Si on avait l'habitude de reposer notre budget alimentaire sur les pâtes, le riz parce que c'est pas cher et que c'est des calories faciles et que ça se met à tripler de prix ou à quadrupler, forcément ça va affecter notre budget aussi. Donc il y a plein de choses qui provoquent l'augmentation des denrées alimentaires. Mais le réchauffement climatique pourrait vraiment amener des augmentations en termes de prix bien plus importantes, tout simplement parce que si on n'a pas beaucoup, bah forcément ça se payera beaucoup plus cher. Le 9e point, c'est vraiment de favoriser l'entraide. Je pense que dans un monde où tout devient de plus en plus cher, c'est très important de continuer à s'entraider, d'échanger, de voir si on peut partager ses ressources avec quelqu'un d'autre qui en a besoin, peut-être parfois sans rien attendre en retour, parfois on peut échanger, parfois on peut voir si des gens peuvent nous aider aussi, ou on peut essayer de trouver quelque chose qui est profitable à tout le monde. Par exemple une personne âgée qui a un cerisier et qui ne peut pas en termes de force physique aller récupérer ses cerises, on peut l'aider et on récupère aussi des cerises et tout le monde est content. Mais évidemment aussi si vous êtes dans une situation très difficile, n'hésitez pas à vous faire aider par une association, par des services qui peuvent exister. Il y a des aides qui pourront vous être attribuées ou des ressources alimentaires ou plein de choses normalement. Si on parle vraiment sur l'inflation sur le long terme, je trouve qu'investir dans l'immobilier est vraiment intéressant. Ça veut pas forcément dire acheter une méga grande maison et tout parce que déjà c'est pas accessible à tout le monde. On peut investir dans un petit studio par exemple dans une ville ou dans une ville moyenne, enfin que ce soit pour loger nos enfants pendant leurs études, pour se dire que quoi qu'il arrive on aura toujours un toit même si c'est plus le toit qu'on espérait, au pire on se retrouve dans ce studio, ou simplement pour le louer et avoir une rentrée d'argent en plus. Globalement l'immobilier suit pas mal l'inflation et en plus de ça, donc vous avez la valeur de votre bien qui augmente au fur et à mesure de l'inflation, mais vous avez aussi les loyers que vous pouvez toucher ou ça peut vous permettre d'économiser un loyer si vous vivez dedans. Après ça c'est pas accessible à tous les budgets, c'est très variable, il faut faire plein de choses avant d'investir dans l'immobilier, il faut bien se renseigner, mais en tout cas
Pour ma part, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à ne pas voir mon budget trop augmenter avec l'inflation, tout simplement parce qu'avec mon copain, nous avons acheté notre bien immobilier il y a 3 ans, que l'on habite dedans et que ça nous fait économiser un loyer chaque mois, et qu'en attendant, notre bien suit l'inflation. Par exemple, à Marseille, les prix augmentent pas mal, comme dans beaucoup de villes. Notre bien a pris de la valeur en 3 ans, mais nous, on l'a payé au prix d'il y a 3 ans. Donc ça nous permet vraiment d'être protégés sur ce point-là de l'inflation. Pour le 11e point, au-delà de l'aspect économique, on peut peut-être voir si on peut acquérir de nouvelles compétences qui peuvent nous permettre dans notre quotidien d'épargner de l'argent. Je pense par exemple au jardinage. Cultiver ses légumes, c'est un peu comme cultiver de l'argent, puisque c'est quand même une manière où on a un petit investissement de base. Bien sûr, c'est pas gratuit d'acheter son matériel de jardinage et tout, et encore on peut passer par de l'entraide, on peut voir sur des brocantes si on a à tout petit prix, ce genre de choses. Mais par exemple, ça nous donne des légumes à tout petit prix dans un monde où les tomates augmentent beaucoup. Par exemple, si on cultive ces tomates, ça nous les donne à un faible coût. Alors il y a toujours un petit risque économique, on va dire, si la récolte n'est pas bonne cette année ou s'il y a un problème, mais ça peut être une solution, on va dire, sur le long terme pour diminuer son budget course et donc se protéger d'une certaine manière de l'inflation aussi. Mais après il y a d'autres points, par exemple on peut se former à la couture pour pouvoir réparer ses vêtements ou éventuellement en fabriquer si vraiment on est chaud sur le domaine. Après on peut aussi apprendre à entretenir sa maison pour pas avoir besoin de faire appel à un spécialiste pour les choses de base, on va dire. Je dis pas qu'il faut tout faire tout seul, mais pour certaines choses, si on sait le faire nous-mêmes, ça peut nous permettre d'économiser de l'argent en n'ayant pas besoin d'embaucher quelqu'un alors qu'on n'a pas le budget pour à ce moment-là. C'est important que l'artisanat continue, bien sûr, mais des fois, si on n'est pas obligé de dépenser 1000 € pour un truc que finalement on peut faire nous-mêmes, ça peut être bien aussi. Le 12e point, ça va être de réfléchir à des idées de loisirs ou de vacances qui peuvent être gratuits ou à très moindre coût. On peut par exemple aller rendre visite à sa famille, ça coûte généralement pas trop d'argent à part le déplacement, qui peut être assez cher, hein, avec l'augmentation des trains et tout, c'est pas donné non plus. Mais sinon, par exemple, on peut penser aux sites qui permettent d'échanger sa maison contre la maison de quelqu'un d'autre, ou d'avoir des points, et puis au bout d'un moment, quand on a pas mal prêté sa maison, on peut accéder à une super maison. Sinon, il va y avoir des loisirs qui ne coûtent pas très cher, que ce soit par des assos, que ce soit simplement essayer de se concentrer sur des sports qui coûtent pas très cher, faire des balades en forêt. On peut aussi, par exemple, apprendre à chasser les champignons, et ça rejoint le point d'avant, ça nous permet d'avoir des champignons gratuits, et de faire une activité qui permet vraiment de se dépenser, qui permet de profiter de la nature. Il y a vraiment des bienfaits à passer du temps dans la nature, à passer du temps en extérieur. C'est bon pour nous, c'est bon pour notre santé mentale et pour plein d'autres choses. Donc ça peut être tout bénef de se renseigner sur ça. Ça veut pas dire qu'il faut faire que des choses gratuites, mais en tout cas ça peut être bien d'aller voir ce qu'il y a à faire qui coûte pas trop cher autour de chez nous. Je pense qu'il y a des sites qui doivent parler de ça. Vous pouvez trouver des idées sur des blogs, sur peut-être l'office de tourisme de votre région, peut-être que ça peut en parler, et ça peut toujours être intéressant. Le 13e point, ça va être un peu le point des choses qu'on ne va pas faire en un claquement de doigts, mais on peut réfléchir aux travaux, aux modifications qui peuvent nous permettre sur le long terme d'économiser de l'argent. Je pense par exemple à refaire l'isolation chez soi, à changer les fenêtres, à refaire l'isolation de la toiture, ce genre de choses qui peuvent vous permettre sur le long terme de faire vraiment beaucoup d'économies. Parfois il y a aussi des aides pour vous aider à le financer. Sur du très long terme, on peut penser par exemple aux panneaux solaires, si vous avez les conditions pour, si vous avez une bonne exposition, etc., que vous comptez rester longtemps, enfin, je sais pas, bien sûr, c'est pas des choix qui se prennent en un claquement de doigts, et c'est pas possible pour tout le monde. Si par exemple, on est locataire, on peut pas forcément agir dessus. Si on habite en appartement, ça va être un peu compliqué de poser des panneaux solaires, mais en tout cas, ça peut être des choses auxquelles on peut penser, pareil, des récupérateurs d'eau de pluie pour arroser ses plantes, enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent demander un peu d'investissement au début, mais qui sur le long terme peuvent être vraiment très très rentables. Le 14e point, ça va être, si on en a le budget, de garder vraiment les plaisirs qui sont importants pour nous, mais de voir sur les autres. C'est un peu ce dont je vous parlais dans l'un des premiers points, quand on parlait des petits luxes en alimentation, où évidemment qu'on en garde certains parce que c'est important de se faire plaisir, sur notre mode de vie aussi. Parfois, quand on a un petit budget, c'est compliqué parce qu'on est obligé de ne pas faire tout ce dont on aurait envie,
et ça peut être frustrant, mais au lieu de se concentrer sur ce que l'on ne peut pas faire, vraiment se concentrer sur ce qui est important pour nous. Si par exemple, j'en sais rien, vous faites de l'aviron, c'est votre sport préféré, mais ça nécessite un coût parce que vous payez votre licence, parce que c'est pas à côté de chez vous, il faut y aller en voiture par exemple, et que vraiment c'est votre sport indispensable. Peut-être que si vous avez des problèmes de budget, vous pouvez supprimer d'autres postes dans vos dépenses, des postes de loisirs qui sont pas aussi importants pour vous que celui-là, et vraiment vous concentrer sur le bonheur que celui-ci vous amène, plutôt que de se dire bah je peux pas tout faire, c'est frustrant. On a beau avoir plein de publicités et de choses qui nous disent qu'on peut tout avoir, on peut pas forcément. En tout cas, à moins de vouloir travailler beaucoup plus pour pouvoir se payer toutes ces choses, c'est pas forcément possible de tout faire. Et je pense que ça peut être bien des fois de se concentrer sur ce que l'on a, sur ce que l'on fait, sur ces choses qu'on aime vraiment et qui nous apportent du bonheur plutôt que de réfléchir à toutes ces choses qu'on n'a pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas essayer de faire des choses pour les avoir plus tard. Si vraiment ce sont des choses qui peuvent être importantes pour nous, ou si on estime que ce sont des droits, on peut se battre pour aussi, on peut essayer de demander, de faire en sorte que ça devienne plus accessible. Mais au quotidien, des fois, ça fait du bien de se recentrer sur ce que l'on a déjà plutôt que d'être dans la frustration permanente. Et le 15e point, j'en ai parlé dans une de mes vidéos récentes et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas du tout. C'est pas accessible à tous, mais vous pouvez, pour placer votre épargne, ouvrir un LEP, un livret d'épargne populaire. Donc c'est sous condition de revenus, donc vraiment il faut aller voir si vous êtes éligible ou pas. Mais ça va avoir un taux d'intérêt plutôt intéressant puisque c'est à 4,6% de rendement par an et vous pouvez placer, il me semble, jusqu'à 7000 et quelques dessus, si je ne me trompe pas. Ce qui est intéressant, parce qu'à l'année ça vous fait quand même un rendement de 300 € environ qui vont se cumuler. Donc j'en ai déjà parlé récemment, mais vu qu'il y a énormément de personnes dans les commentaires qui ne savaient pas du tout que ça existait, n'hésitez pas à aller voir. Alors bien sûr l'inflation aujourd'hui elle est peut-être parfois au-delà de 4,6%, mais il vaut mieux avoir de l'argent placé sur quelque chose qui rapporte un petit peu moins que l'inflation que sur quelque chose qui rapporte 0, et ça permet aussi de se créer une épargne, d'éventuellement se créer un apport si on veut investir dans l'immobilier, de peut-être avoir cette épargne de précaution si on doit changer de voiture, et c'est mieux d'avoir cet argent que de ne pas l'avoir évidemment. Après, si vous n'y avez pas accès, bien sûr, il y a tout ce qui est livret A, etc. Encore une fois, je sais que ça énerve tout le temps les investisseurs, les gens qui parlent de bourse et de crypto, parce que voilà, c'est pas très intéressant, mais c'est pas grave, c'est mieux que rien et ça permet aussi d'épargner. Même si notre épargne perd un petit peu de valeur chaque année, c'est toujours mieux d'avoir de l'épargne que de pas en avoir. Et au moment où justement vous avez un projet qui est important pour vous, que ce soit investir dans votre entreprise, que ce soit pour acheter votre maison, que ce soit pour acheter un studio à mettre en location, enfin peu importe, c'est bien à ce moment-là d'avoir de l'épargne, même si elle vaut un petit peu moins que si vous l'aviez utilisée il y a 2 ans, mais ça peut être bien de toujours l'avoir de côté, et même pour tous les imprévus de la vie, des fois c'est mieux d'avoir de l'argent de côté que pas d'argent du tout. Et les placements risqués, c'est pas non plus pour tout le monde, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Je suis abordée tellement souvent en mail par des investisseurs, par des gens qui parlent de ça, par des gens qui veulent que je vende des formations parlant de ça et qui veulent s'associer à moi et tout ça. Mais en fait, je pense que vraiment l'investissement c'est très personnel, il y a un risque que beaucoup de gens oublient et on peut pas le conseiller comme ça au grand public, à n'importe qui, alors qu'on connaît pas le rapport des gens à l'argent, on peut pas leur conseiller tout de suite d'investir dans tout et n'importe quoi. Donc personnellement je parle de ce qui est intéressant pour moi, mais après je veux pas que quelqu'un prenne des risques à cause de moi et se retrouve à perdre de l'argent à cause de moi. Et donc c'est tout pour ce que j'avais à dire sur le sujet, j'espère vraiment que ça pourra vous intéresser, vous aider, peut-être vous motiver à mettre de l'argent de côté ou à préparer vos projets. Je pense que des fois c'est bien de parler de ces sujets aussi et de regarder des contenus qui en parlent. Moi j'adore regarder comment font les autres, tout simplement parce que ça m'intéresse de voir ce que les autres font. Des fois j'ai rien à en tirer, mais juste je vois ce qu'ils font et je trouve ça bien. C'est important de parler d'inflation aussi parce qu'on est tous touchés par ça, je pense qu'on est tous inquiets à des échelles différentes et sur des points différents, mais évidemment que c'est quelque chose qui nous concerne. Récemment, moi l'inflation m'avait frappée parce que le trajet pour aller voir mes parents, j'y vais avec des réductions et à chaque fois j'y vais avec mon copain. Jusqu'ici, depuis des années, ça nous coûtait 14 € à deux pour faire l'aller-retour pour y aller, et récemment ça a augmenté, ça va passer à 40 €. Et forcément, même si on a les moyens encore une fois de payer 40 € pour aller voir nos parents, mais ça fait une telle augmentation, je trouve ça vraiment inquiétant en fait, parce que quand tu vois des augmentations comme ça, c'est pas du 2 ou 3%, là le prix il a été multiplié par 3, et moi encore actuellement justement j'ai de l'épargne, donc ça peut me servir aussi pour aller voir mes proches, mais quand je me dis que ça nous revient plus cher d'aller voir mes parents, mais ses parents aussi qui habitent pas loin,
qui habite à 80 km, ça nous coûte limite plus cher que de prendre un Ouigo pour aller à Paris depuis Marseille, forcément il y a un petit côté un peu flippant. Et on se demande jusqu'où ça va aller. Donc j'espère que toutes mes astuces pourront peut-être vous donner des idées. N'hésitez pas à me partager vos idées pour faire face à l'inflation aussi, ce que vous mettez en place, ce qui a pu vous aider par le passé. Ça m'intéresse vraiment de voir vos retours, de voir vos partages. Merci à vous d'être restés jusqu'ici. Merci à ceux qui prennent le temps de mettre un like, un commentaire, à ceux qui s'abonnent à ma chaîne aussi, c'est ce qui soutient mon travail. N'hésitez pas à me retrouver également sur Instagram. C'est également Mûre et Noisette comme pseudo si vous voulez voir ce que je partage. Je partage des petites idées de repas pas chers ou plein de choses du quotidien qui concernent des tonnes de sujets, mais je suis sûre que ça pourra vous intéresser aussi. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo qui à mon avis parlera de budget alimentaire d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer ça. À bientôt, ciao ciao!